non, pas du pardon tout. de revenir à cette intéressé. image-là et à ces deux images-là que vous découvrez peut-être si vous arrivez, puisqu'il est 21h sur BFM TV. Image hallucinante d'Didier François. À gauche, l'avion de Vladimir Poutine. À droite, l'avion de Donald Trump. Didier, en Alaska, sur le sol américain. Didier, cette image, c'est exactement l'image que voulait Vladimir Poutine. Mais évidemment, mais, il y a 3 ans, quand même, plus de 3 ans de cette guerre, on disait qu'il y avait 3 éléments qui pouvaient bousculer les choses et inverser fondamentalement le rapport de force. La première eût été une mobilisation massive des Russes. Elle est forte, mais ils n'ont jamais voulu aller jusqu'au bout d'une mobilisation massive à 500 000 hommes supplémentaires. La deuxième eût été le fait que la Chine rentre massivement dans le conflit en donnant des armes à la Russie, ce qu'elle n'a pas fait. La troisième chose, c'était l'élection de Trump. Voilà. Parce que, imaginez, tant qu'il y avait Biden ou qui que ce soit d'autre, d'ailleurs, jamais cette image, vous ne l'auriez vue comme ça. Pas dans ces conditions-là. Donc là, on a bien quelque chose qui a bouleversé les dynamiques. Et ce qu'on est en train de voir est quand même assez étonnant. Et c'est la continuation des premières actions de Donald Trump. Exactement. Alors, restaurer la dignité de Vladimir Poutine. Alors après, tout ça a été travaillé. Et pardon, parce que l'image à l'instant, regardez l'image de droite chez vous. L'image, c'est ce que verra tout à l'heure Vladimir Poutine quand il descendra dans un instant. À droite, tout à l'heure, Vladimir Poutine quand il descendra dans un instant. À droite, on voyait des avions de chasse américains qui sont là donc sur le tarmac pour accueillir eux aussi Vladimir Poutine. 4 avions de chasse américains, des F-22, on le disait tout à l'heure, c'est la dernière génération de cet avion de chasse américain furtif. Avec un détail important, c'est que les Russes n'ont pas ce genre d'armes. Les Russes ne sont pas capables d'avoir ce genre d'armes. Et voilà la mise en scène qui a été choisie, Claude Blanche-Maison, pour accueillir dans un instant Vladimir Poutine. C'est-à-dire d'avoir le président russe encadré par ces 4 avions de chasse et accompagné par Donald Trump. Tous les deux ne croient qu'au rapport de force. Donc c'est logique que Trump utilise cette mise en scène. C'est le rapport de force. Il lui dit, voilà, tu fais attention. Nous, on a ce genre d'armement. Et en effet, je pense que Poutine ne va pas être ravi d'avoir ces 4 chasseurs plutôt que... Il le sait quand il descend de l'avion. Plutôt que des bouquets de fleurs. Mais il savait ça pas. aussi, ça a été négocié ou pas? Probablement pas. Non. Probablement pas. Ah, ça, c'est la surprise, du chef, absolument. Oui, mais je crois que le rapport de force existe entre les deux, bien entendu. Il y a peut-être une autre surprise, vous dites? Oui, ce sont les voitures. Il y a le Beast, la voiture du président. Et s'il monte dans une voiture, Vladimir Poutine monte dans laquelle? Dans la même? Ah, on a déjà vu. Chacun la sienne. Ah, on a déjà vu Donald Trump invité, me semble-t-il, c'était pas avec Kim Jong-un, me semble-t-il. Il avait fait visiter la voiture. Il a fait visiter la voiture. À ma connaissance, aucun chef d'État étranger n'est jamais monté dans la bête, comme on l'appelle. Parce que cette voiture... Et on nous dit à l'instant que la voiture... Oui, chacun monte. Effectivement, ces voitures sont des voitures super blindées, super sophistiquées. Et on ne fait pas monter des étrangers et circuler dans cette voiture parce qu'ils pourraient coller des instruments divers et variés, etc. Donc mais c'est vraiment une parano. Et on est en train, de dérouler le tapis rouge vraiment jusqu'à l'arrivée de la passerelle pour l'arrivée de Vladimir Poutine. Vous vouliez réagir, Romain Melkarek? Oui, il y a quand même une toute petite limite à cette mise en scène et à son efficacité, c'est qu'il y a un des deux pays concernés qui reste une démocratie. Alors dans un régime autoritaire comme la Russie, quand on dit à tout le monde les États-Unis c'est plus l'ennemi, maintenant l'ennemi c'est l'Europe et les États-Unis on les aime et on a une histoire commune d'amour, tout le monde change de discours, ça suit à peu près le tempo, alors plus ou moins vite, mais globalement on s'aligne. Aux États-Unis, il y a quand même une opinion publique qui est pas hyper favorable aux Russes. Même chez les républicains où on est mitigé sur la relation à l'Ukraine, on ne voit pas la Russie comme un partenaire. Il y a eu des sondages récents qui montraient que même chez les républicains, il n'y avait que 10% des électeurs qui considéraient que la Russie était un partenaire. Et puis il y a des médias aussi qui vont être capables de critiquer et de remettre en perspective cette situation. Donc dans cette histoire, Vladimir Poutine va sortir gagnant parce que lui, il a sa belle photo et personne ne la remettra en question. Par contre, côté américain, il y a quand même beaucoup de gens qui vont sérieusement grincer des dents en voyant ces images. Parce qu'encore une fois, Elsa Vidal, cette image, ne va pas de soi, d'une certaine manière. Je répète tout à l'heure que c'est lui quand même, Vladimir Poutine, qui a déclenché cette guerre la plus meurtrière sur le sol européen depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est lui qui est accusé de crimes de guerre. C'est lui qui est accusé d'avoir déporté des enfants ukrainiens. En grand nombre, en très grand nombre. C'est lui qui est poursuivi par un mandat d'arrêt international de la Cour pénale internationale. Et c'est donc lui que Donald Trump
accueille ce soir. Qu'il a choisi d'accueillir sur le sol américain, sur un sol qui est américain depuis la fin du 19e siècle et qui avant a été un sol conquis et mis en valeur par la Russie. Donc une petite Amérique russe, hein, véritablement, ce qui rappelle encore à quel point, dans leur vision à tous deux, il y a une convergence autour du pôle pour gérer le monde. Je pense que véritablement, le facteur Donald Trump est un facteur décisif dans le tournant que pourrait prendre cette guerre. Je reste pour ma part très sceptique quant aux concessions que les Russes seront prêts à faire. Je pense qu'ils vont effectivement essayer de diviser l'Europe, faire en sorte que l'Europe apparaisse comme un facteur de trouble, peut-être même comme belliciste, tout comme l'Ukraine apparaîtra comme telle. Et puis, il y aura sans doute la volonté de relancer l'exploitation de l'Arctique ensemble, les États-Unis et la Russie. Les Russes doivent absolument développer cette relation. Et enfin, peut-être même un grand accord sur la reprise de l'encadrement du nucléaire. Ce serait véritablement la cerise sur le gâteau pour les deux. En attendant, Donald Trump vient de rappeler qu'il a redonné à Vladimir Poutine toute sa légitimité internationale et à une grande partie de son électorat sa fierté. Oui, alors moi je pense qu'il y a quand même une leçon à tirer dans cette affaire. Bon, que, à la limite, pour négocier la paix, on fasse venir son adversaire. C'est logique parce qu'on peut difficilement faire autrement. Enfin, il y a une leçon là quand même pour tous les Européens, voilà, etc. C'est si on n'est pas fort, si on n'est pas des biscottos, eh ben on compte plus dans le monde actuel. Et que tous nos états d'âme sur la morale, le droit international, patin couffin, c'est bien gentil, mais tant qu'on n'aura pas de quoi dire, bah maintenant, quand on a un problème, on est capable aussi de montrer les crocs, eh ben c'est terminé. On est rentré dans un nouveau monde, et c'est ça qu'on est en train de comprendre. Et ce soir, les deux bestiaux là-haut, là, qui sont quand même un peu coriaces, eh ben ils sont en train de nous montrer ça. Et les avions avec les F-22 alignés sur le tarmac, c'est ça. Et encore une fois, je le rappelle, le ticket d'entrée à la table de négociation ce soir, c'est 5000 têtes nucléaires chacun. Donc, on en a combien en France ? On est à 300. Voilà. Donc il y a un moment où, voilà, l'histoire nous a quand même appris que le droit et la démocratie sans la force, ça dure jamais très longtemps. Et nous, on est encore en train de croire, et on est encore dans un monde où on a l'illusion qu'on peut avoir le droit et la démocratie, et que ça nous préserve de la force. Je pense qu'il va falloir se réveiller. Là, c'est la force sans le droit, on peut même dire. Oui, d'accord, mais enfin bon, si nous, on est pour la démocratie et le droit, autant avoir un peu de force pour la défendre. Parce que là, ça nous montre quand même que sinon, on va continuer à pouvoir gueuler pendant plein de temps que c'est pas bien, que patin, que couffin. Enfin, à la sortie, on ne sera pas très entendu. C'est pour ça qu'il ne faut pas imaginer que Donald Trump est le représentant du camp occidental, défenseur de, comme le dit Didier, du droit et de la démocratie. Pas du tout. Là, c'est rendez-vous entre amis. Et petits arrangements entre amis, probablement à la clé. Voilà. On rappelle ce qui se joue ce soir, Claude. Dans un instant, la descente d'avion des deux présidents. On va voir comment le balai a été réglé et négocié avant. Parce que là aussi, l'image, elle est quand même assez surprenante. Et on la découvre en même temps que vous qui nous regardez ce soir dans cette édition spéciale sur BFM TV. On va voir ce qui a été prévu normalement. C'est Donald Trump accueillant, évidemment, sur le tarmac Vladimir Poutine. On verra comment les choses se passent dans les minutes qui viennent. Et bien même à l'instant, puisque voilà, sur l'écran de droite, Donald Trump qui sort avec son éternelle cravate rouge, qui va pouvoir descendre cette passerelle et se retrouver le poing levé et le poing serré sur le sol américain, sur son sol, le sol des États-Unis, en Alaska, à Anchorage. Donald Trump qui va donc ensuite, normalement, s'avancer sur le tapis rouge pour aller chercher Vladimir Poutine et s'éviter effectivement de longues minutes d'attente avant que le président russe ne descende. Donald Trump et le salut militaire qui arrive donc pour aller chercher à Anchorage Vladimir Poutine. On se posait la question tout à l'heure du caractère historique de cette image-là. Qu'est-ce que vous dites, vous, Claude Blanche-Maison ? Oh bah oui, c'est une image très forte, évidemment, on l'a dit déjà plusieurs fois. Voilà Vladimir Poutine, pardon, je vous coupe, voilà Vladimir Poutine. Allez. Et donc... C'est donc soigneusement synchronisé. Il ne faut pas attendre. Voilà. Ils ont négocié comme des... Donc il y a des collaborateurs qui ont passé pas mal de temps à synchroniser très exactement la descente de la passerelle. Donc... comment dire ? C'est-à-dire que physiquement, Donald Trump ne va pas aller l'attendre au pied de l'avion, mais ils vont se rencontrer l'un et l'autre à la jonction des deux tapis rouges. C'est le pont des espions. Pour se C'est exactement ça quoi ça me faisait penser, le pont des espions. Il n'y a pas d'échange ce soir. Il n'y a pas d'échange. Enfin, en tout cas officiellement. Mais effectivement, cette image, quand même, Elsa Vidal, après 1268 jours de guerre. 1268 jours de guerre, après des mandats d'arrêt, quand même, émis par la Cour
Cour pénale internationale, avec également des preuves quasi irréfutables des crimes de guerre commis par la Russie. Après notre engagement, nous Européens, aux côtés de l'Ukraine, un tournant sur lequel nous avons quand même très peu de prise, il faut le reconnaître, et cela va quand même déterminer une grande partie de la sécurité du continent européen dans les décennies qui viennent. Ils ne sont que deux sur le tapis rouge ce soir. À gauche de votre écran, vous voyez Vladimir Poutine s'avancer face à Donald Trump. Donald Trump, le président américain, qui attend donc le président russe. On est en Corrèze, on est en Alaska, et donc la scène que vous voyez se fait en direct. Les applaudissements de Donald Trump pour Vladimir Poutine. C'est un spectacle et c'est de la bonne télé, selon Donald Trump. Effectivement, et vous allez voir les deux hommes donc s'avancer. Ça aussi, c'est une image qui a été préparée par les Américains. Pour le coup, s'avancer, encadrés par les chasseurs F-22 et la poignée de main entre les deux hommes. Donald Trump avait promis qu'il tenterait de convaincre Vladimir Poutine d'aller vers un cessez-le-feu. C'est maintenant que ça va se jouer, il est 21h10. Leur rencontre, qui ne se fera pas, je vous le rappelle, en tête-à-tête, va commencer normalement dans une vingtaine de minutes. Et les deux présidents qui s'avancent et qui parlent en anglais, forcément en anglais, Claude Blanche-Maison. Oui, l'anglais de Poutine est assez limité, mais enfin, ils ne peuvent se parler qu'en anglais, en effet. Poutine, comme on le sait, parle couramment l'allemand, mais pas vraiment l'anglais. Il n'était pas assez doué en anglais pour pouvoir être nommé dans un pays anglophone. Dans un pays plus important. On verra si cette image est une image pour l'histoire. En tout cas, c'est le début, peut-être, d'un chemin vers un cessez-le-feu avec toute la prudence qui prévaut évidemment ce soir. Alors que visiblement, les deux présidents sont survolés par des avions de chasse. Ça aussi, ça fait peut-être partie du comité. C'est pour toi, dit Trump. C'est pour toi, mon cher. On va t'amener à La Haye. C'est une seule excuse. Je ne suis pas sûr que ce soit ce que dit effectivement Donald Trump, mais cette image est quand même particulièrement forte ce soir. Les deux présidents côte à côte, face aux caméras du monde entier, et cette image en direct d'Anchorage en Alaska, avec ces deux présidents et cette poignée de main, juste avant donc que les deux délégations ne puissent se parler pendant 6 à 7 heures. Ça, c'est ce que prévoient les Russes. Ça pourrait être plus rapide, c'est ce que disait Donald Trump aujourd'hui. On va peut-être écouter, je ne sais pas si on entendra ce que disent les deux présidents. Pour l'instant, on n'entend pas ce que disent les deux présidents. Ça n'a pas été sonorisé, ça n'est pas prévu. Mais on a donc vu Donald Trump applaudir Vladimir Poutine à son arrivée. Mais il évite de trop sourire. Donald Trump évite de trop sourire. Donc on sent qu'il a quand même intégré quelques éléments de tenue et de communication non verbale pour faire un effort et ne pas trop afficher son... c'est quand même très cordial, je trouve. Bien sûr, c'est cordial. Chacun dans sa voiture. The Beast ici pour Donald Trump, effectivement. Et on a vu passer derrière, normalement, Vladimir Poutine pour rejoindre son véhicule. Effectivement, vous disiez cordial, Philippe Gély. Moi, j'ai trouvé ça très cordial. Oui, il se sourit, il serre la main. C'est cordial. Bon, il n'y a rien de surprenant. Je n'ose pas imaginer dans quel état maintenant est notre président, parce que malgré toutes les... Vous parlez de Volodymyr Zelensky ? Oui, c'est parce que le début de la soirée. Malgré tous les trucs diplomatiques, etc., humainement, vous savez, je pense maintenant à toutes les victimes de Boutcha, d'Irpin, comme si rien n'existait pas, comme s'il n'y a pas de 40 camps de concentration sur les territoires occupés, comme s'il n'y a pas de 35 000 enfants déportés par la force en Russie. Je pense que ce sont les images de la honte historique pour le monde démocratique. Parce qu'aujourd'hui, c'est le destin de la dignité du monde démocratique qui se décide. C'est-à-dire que la logique de dire il faut parler à son ennemi, bien que ce soit pas Poutine ne soit plus l'ennemi forcément de Donald Trump, mais il faut parler à son ennemi pour essayer de mettre fin à une guerre, cette logique-là, vous ne l'acceptez pas? Vous savez, il y a beaucoup d'autres manières de parler à son ennemi. Comment on a parlé avec Hitler? On a fait la descente des Américains en Normandie, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça le manière de... mais même le président Zelensky est prêt à parler avec Poutine, il le dit tout le temps. Évidemment, c'est la manière et c'est le contexte qui change. La mise en scène ce soir. En soi, pour arrêter une guerre, il faut parler avec son ennemi. Vous comprenez que notre président, il le dit parce que les gens comme Trump qui ont la force, ils forcent notre président de dire. Mais bien sûr, je parle aujourd'hui humainement, je ne parle pas des cadres diplomatiques, politiques, mais humainement, imaginez-vous, qu'est-ce que les Ukrainiens doivent ressentir. Ah pardon, les deux présidents sont dans la même voiture. Les deux présidents sont dans la même voiture. Voilà, cette image que l'on n'imaginait pas, d'un point de vue de sécurité, d'un point de vue de symbole, les deux présidents sont dans la même voiture. À ma connaissance, c'est le premier chef d'État étranger qui monte dans The Beast. Pourquoi aller jusque-là, Philippe Gély? Pourquoi aller jusque-là quand on est Donald Trump?
Parce que Donald Trump ne respecte aucun code et que quand il estime qu'un geste doit être fait, il le fait. Non, que ce soit d'inviter Vladimir Poutine sur le sol américain ou que ce soit de l'accueillir dans sa voiture. Il joue la carte de la relation personnelle. Et effectivement, ça n'a pas de limite et c'est très dangereux. On pourrait aussi lui faire le crédit, diplomatiquement, et peut-être c'est aller très loin, de faire ce qu'il faut, de donner tous les signes qu'il faut et de dire ce qu'il faut pour que les conditions soient réunies pour que ce deal puisse peut-être se faire. Et peut-être même que c'est ce dont il se persuade lui-même. Didier François. Le deal, il est en négociation depuis X temps et il est négocié par deux personnes fondamentales dans les délégations. D'un côté, Steve Witkoff, qui a déjà négocié partiellement le deal, et de l'autre côté, Kirill Dmitriev, qui est dans la délégation aussi, qui sont ceux qui sont aux manettes de l'organisation de l'affaire. Donc eux savent, c'est eux qui négocient. Et après, il y a mais donc, pardon, c'est parce que c'est suffisamment avancé qu'on peut se permettre d'accueillir Vladimir Poutine dans la voiture. Je pense qu'on est là en train de nous... ils sont en train... Là, il y a deux puissances qui sont en train de vous faire la démonstration qu'ils sont des puissances mondiales qui se parlent d'égal à égal. Et que les autres ne le sont pas. Alors, attendez. La soirée, quand même... Vous vous rendez compte, Volodymyr Zelensky, mais pas seulement, les Européens ne sont pas là, d'accord ? Et que Volodymyr Zelensky va attendre demain. Imaginez Zelensky, Emmanuel Macron, etc. Regardez et voir Vladimir Poutine accueilli dans la voiture de Donald Trump. Voilà, et que pendant ce temps, Volodymyr Zelensky va devoir attendre 7h du matin pour avoir le débriefing officiel fait par Trump. Bon, et après, vont commencer les discussions. La France... la répare, c'était aussi une des batailles pour pouvoir justement continuer à représenter l'Europe et à faire et à porter les revendications, en tout cas les intérêts français et européens dans ce qui suivra. Parce que c'est pas que l'Ukraine qui va être discutée là, c'est l'ensemble de l'architecture de sécurité de l'Europe. C'est le traité sur les armes à portée intermédiaire. C'est des choses comme ça qui sont en jeu. Ce que explique d'ailleurs notre président depuis un bout de temps. Alors, il va y avoir dans la foulée de ça un certain nombre de réunions justement entre Steve Witkoff, entre Kirill Dmitriev et heureusement, la France a encore réussi à cranter sur cette affaire. Heureusement, la France a encore réussi à cranter sur cette affaire-là. Mais en fait, ça va être ça l'enjeu derrière. Là, on est en train de voir la présentation, c'est pas là qu'il va se discuter. C'est déjà discuté avant et après. Mais là, on voit la mise en scène d'un espèce de rapport de force international entre deux grands dirigeants. Très bien pour le rapport de force, Didier François. C'est le mot que vous posez. Quand on invite dans sa voiture, qu'on est le président américain, qu'on invite un geste inédit, le président russe dans sa voiture, est-ce qu'on peut aller jusqu'à qualifier ça de geste amical ? C'est un geste politique très fort du côté russe d'être, comme les Américains, co-gestionnaire de l'ordre mondial, à cette nuance qui n'en est pas une près, que la Chine est en réalité le véritable rival désormais des États-Unis. Peut-être fait-il rêver aussi les Américains d'une alliance russo-américaine pour contrer l'élan de Pékin s'il en est encore temps. En tout cas, c'est un théâtre visant quand même à apporter des satisfactions d'une part à Vladimir Poutine, mais aussi à son opinion publique, à l'opinion publique russe, pour qu'elle se sente, elle aussi, portée au même niveau que les États-Unis, parce que ça marche très bien pour Vladimir Poutine. Il y a une grande partie de la population en Russie qui est demandeuse d'une forme de statut perdu. C'est un sentiment, en tout cas, qui a été cultivé chez les Russes, qu'ils avaient perdu un certain statut en perdant l'Union soviétique. Vladimir Poutine sait en jouer. Donald Trump, en lui donnant cette satisfaction de le positionner comme son égal, flatte Vladimir Poutine, crée des conditions pour des discussions. Vladimir Poutine applaudi par Donald Trump à son arrivée en Corrège. Vladimir Poutine, dont le président américain donc serrait la main en arrivant ici, on voyait cette poignée de main à l'instant, et Vladimir Poutine invité dans la voiture de Donald Trump, dans The Beast. C'est le surnom de la voiture blindée du président américain. C'est l'image que l'on retiendra ce soir. On est en train de vous la recaler, cette image. À gauche de votre écran, vous voyez en direct sur BFM TV
la salle où devrait se tenir, pourrait se tenir une conférence de presse. Elle va se tenir, vu l'accueil qu'elle a eu droit Vladimir Poutine, la conférence de presse tout à l'heure des deux présidents qu'on va suivre bien évidemment en direct sur BFM TV. Nous ont rejoint sur ce plateau Violeta Moscalou, bonsoir, merci d'être là. Vous êtes maître de conférence et présidente fondatrice de Global Ukraine. Avec nous également Olivier Weber, bonsoir, merci d'être là également, écrivain et grand reporter, auteur notamment de Ma vie avec Gérard de Nerval aux éditions Gallimard. Et Jacques Faure, bonsoir, merci d'être là, ancien ambassadeur de France en Ukraine. Comment vous réagissez, monsieur l'ambassadeur, ce soir aux images que l'on vient de voir en direct dans cette édition spéciale sur BFM TV, à cet accueil réservé à Vladimir Poutine par Donald Trump, et notamment ce geste, l'accueil dans la voiture du président américain, du président russe? Je vous répondrai plus complètement quand on saura la durée du voyage dans The Beast. Ah, c'est-à-dire oui. Écoutez, ils sont tous les deux maintenant. Oui, certes. C'est-à-dire que si ça dure 30 secondes, ça ne... Si ça dure 30 secondes, c'est vraiment un geste protocolaire et ça porte pas plus. Si ça dure plus longtemps, on a le tête-à-tête qui, soi-disant, devait avoir lieu, puis n'avait plus lieu, et a peut-être a eu lieu. Alors vous avez raison, je rappelle pour les téléspectateurs qui nous rejoignent, dans l'organisation de la soirée telle que ça nous avait été décrit, à 21h30 devait démarrer un tête-à-tête, vraiment un tête-à-tête, un face-à-face entre Poutine et Trump, accompagné simplement d'interprètes. Et ensuite, il devait être rejoint par des conseillers. Ce premier rendez-vous-là, nous a-t-on dit du côté de la Maison-Blanche, a été annulé d'une certaine manière, et la soirée doit se résumer à un face-à-face entre deux délégations, mais vraiment les délégations, c'est-à-dire les présidents avec 3 conseillers chacun. Vous dites, finalement... Deux chacun. Ah, deux chacun. Finalement, vous nous dites, le tête-à-tête qui a été annulé, peut-être que il s'est fait à ce moment-là. Je ne sais pas combien de temps il faut sur la base aérienne, là, dans cette voiture blindée, pour rejoindre la salle de conférence dont vous nous avez montré le décor avec Pursuing Peace comme rechercher la paix. Oui, rechercher la paix comme mot d'ordre. Mais si ça dure une demi-heure, ils ont le tête-à-tête. Oui, effectivement. Alors la base est très grande, ça fait 3 fois Paris. Je ne suis pas sûr qu'ils aient besoin de beaucoup de temps pour rejoindre la salle où va avoir lieu le face-à-face entre les deux délégations. Comment vous réagissez, Violeta Moscalou, face à cette image? J'ai une boule dans le ventre quand je regarde ces images parce que je me dis c'est réhabilité sur la scène internationale un criminel de guerre qui est responsable de crimes d'agression, qui est sous mandat de la Cour pénale internationale. On lui a fait cadeau de cette rencontre, quelle que soit l'issue de la rencontre. On aurait au moins conditionné à, un retour inconditionnel des 20 000 enfants ukrainiens qui sont kidnappés ou un échange de prisonniers tous pour tous. Au moins qu'on demande à Poutine de faire un geste de bonne volonté avant de lui offrir un cadeau ce sommet. Donc honnêtement, j'essaie de rester raisonnable et rationnel en disant s'ils peuvent sortir avec un cessez-le-feu, même s'il ne durera que ce qu'il durera, parce qu'on a vu depuis 2014 au moins une vingtaine de cessez-le-feu qui ont été tous violés par les Russes en Ukraine, ça sera déjà ça de gagner, un peu de paix pour les villes ukrainiennes. Mais honnêtement, ça fait mal. Olivier, on était obligé d'en passer par là pour arriver à un cessez-le-feu? Oui, c'est-à-dire que c'était négocié auparavant entre délégations, évidemment. Donc là, il y a une volonté de la part des Américains de Trump d'être à égalité, grosso modo, parce qu'il n'est pas descendu de son avion 1 heure plus tôt. Il n'a pas salué ses délégations, lui, Trump, les délégations sénatoriales à terre ou militaires. Il est resté dans l'avion et donc il accueille. On voit cette image ici. Voilà, on voit cette image. Il accueille pratiquement au pied de la passerelle Vladimir Poutine. Voilà. Tout sourire dans la voiture. Tout sourire dans la voiture, etc. Donc le sommet a déjà commencé, mais ça veut dire aussi qu'on attend beaucoup et deuxièmement qu'on traite sur un pied d'égalité. Moi, ce qui me choque, c'est le slogan « Pursuing Peace » à la recherche ou à la poursuite de la paix. Donc c'est cher évidemment à Trump parce qu'il veut être absolument intronisé candidat pour le prix Nobel de la paix l'an prochain. Ce que je rappelle que les candidatures doivent être donc achevées au mois de février. Donc pour cette année, c'est trop tard. Et puis deuxièmement, ça réhabilite effectivement Poutine. Poutine, c'est déjà pour lui une victoire diplomatique, c'est une victoire politique, c'est une victoire symbolique par rapport évidemment à sa propre image, son ego, mais aussi par rapport au reste du monde, vous savez, le sud global, et puis aussi ses partenaires, l'Inde, la Chine, le Brésil, etc. Donc quelque part, il y a une réhabilitation. Au moment, effectivement, il était quand même sous le coup des accusations de la CPI, la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité en particulier. Donc là, c'est une main tendue, c'est-à-dire que c'est négocié. D'habitude, les rencontres entre chefs d'État se négocient avant. On vise tout auparavant, l'armement, ce qu'on va négocier au niveau des
des contrats, un accord de paix, etc. Là, on est dans une part d'improvisation, une part d'imprévisibilité, mais visiblement, Trump veut absolument un semblant d'accord ce soir. Philippe Gély, je disais tout sourire, le voilà. Oui. Donald Trump, Vladimir Poutine, tout sourire. On disait tout à l'heure, c'était l'image qu'il recherchait de pouvoir être accueilli comme ça sur le sol américain. Peut-être qu'il n'en demandait pas tant. On fait un arrêt sur image parce qu'évidemment, c'est quand même ce qui va rester pour l'instant. On verra ce qui va se passer dans le reste de la soirée et on reste en direct, bien sûr. Mais pour l'instant, c'est ce qui reste de cette soirée-là. Tout ce qui se passe jusqu'à maintenant répond aux plus grandes craintes des Européens qui ont expliqué leur agitation frénétique cette dernière semaine pour précisément essayer de colmater ce grand vide dans lequel Donald Trump était prêt à accueillir Vladimir Poutine. Aucune condition préalable, aucun geste en effet, ni sur le terrain, ni sur le plan diplomatique. Vous êtes le bienvenu à n'importe quel moment. Et on ne sait pas quel est le plan de bataille de la Maison-Blanche, quelles sont les ambitions, à part celles formulées par Trump, qui sont à géométrie variable. De temps en temps, il nous dit « je veux un cessez-le-feu, sinon je ne serai pas content ». Mais d'autres fois, il nous dit « je viens juste pour tâter le terrain, pour voir si le contexte est favorable, etc. » Donc, on n'a pas un cadre qui nous permette de dire voilà, Donald Trump est en train de représenter les Ukrainiens, les Européens, le camp occidental face à un agresseur qui est en plus effectivement criminel de guerre. Il l'a dit, et ça, il faut pouvoir l'expliquer aussi, monsieur l'ambassadeur, ce soir. Donald Trump l'a dit, je ne suis pas là pour négocier pour les Ukrainiens. Il le dit. Il le dit lui-même. Il a l'honnêteté de le dire d'une certaine manière. Il n'est pas là pour ça. Il n'est pas là pour ça. D'abord, de toute façon, le président américain s'inscrit dans une tradition séculaire américaine. C'est America First. Il n'est pas le premier et il ne sera probablement pas le dernier des présidents américains qui répétera cela. Et même si ça nous déplaît, on doit pouvoir le comprendre. Parce que nos dirigeants, dans le fond, ils font un peu la même chose, même s'ils ont moins de moyens. Par contre, il ne faut pas non plus... j'allais oser dire vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, ça serait malvenu s'agissant de l'accueil de Poutine. Mais moi, je suis quand même un peu agréablement surpris de la réaction américaine. C'était tout de même, comme ancien des affaires étrangères françaises, j'ai eu l'occasion de préparer des visites de ce niveau. C'est la première fois que j'entendais une seule partie annoncer le programme, l'horaire et éventuellement les sujets sur la table. Les Américains se sont laissés faire pendant 48 heures et puis tout d'un coup, M. Trump a pris la parole pour dire il y a 25% de chances pour que ça ne marche pas. Donc c'était une première réaction. Et maintenant, on nous dit que les présidents seront accompagnés de 2 conseillers. Les Russes venaient avec 5. Ils voulaient être 5. Hein, Poutine plus 4. Et ils seront 5 au déjeuner. Hein. Ils seront 5 au déjeuner, mais pour les conversations, si l'on peut dire, ça serait président plus 2. Il faut regarder la composition de la délégation russe. C'est Lavrov et Ushakov. Je vous coupe forcément, image en direct. La voilà, cette image. Vladimir Poutine, encore une fois, tout sourire. C'est ça qui, à côté de Donald Trump, on va essayer d'écouter, peut-être entend-on ce qui s'est dit. Voilà. Thank you, Brad. Voilà, Brad qui a été mis à la porte après avoir pu quand même avoir cette image encore une fois. Je vous laisse terminer, monsieur l'ambassadeur. On a encore vu, pardon d'insister là-dessus, le sourire de Vladimir Poutine ce soir. D'entrée. On verra son visage d'ici 1 heure ou 2. Mais il ne cachera pas sa joie. C'est sûr qu'il rêvait de cette réhabilitation. Et donc, c'est pour ça qu'on l'a dit, c'est un cadeau qu'on lui a fait. Je voulais juste remettre quand même dans le contexte économique et te dire que du coup, le timing est le pire pour les faire des cadeaux au moment où les sanctions commencent enfin à agir, en fait. Hein, parce que la situation, la conjoncture économique, elle se contracte énormément. Les prévisions de PIB pour 2025 sont en dessous de 1%. Il s'attend à des difficultés en interne, à l'intérieur. Il y a une inflation énorme qui pèse sur les Russes. Parce que l'industrie militaire, ça marche bien 24/7, mais le reste de la société, les industries, par exemple, l'industrie automobile passe sur des contrats de 4 jours sur 5. Donc les salariés qui perdent tout de suite 20% de salaire, en plus de l'inflation et tout ça. Et donc c'est le pire du moment d'aller l'aider en fait à s'en sortir la tête haute, au lieu de remettre encore plus la pression pour qu'il
craque et qu'il fasse marche arrière et il ne soit pas montré comme gagnant. Surtout que la Russie qui se positionne comme héritière de l'ex-URSS, mais ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, au niveau international, c'est moins de 2% du PIB nominal international. Qu'est-ce qu'on peut comparer avec l'ex-URSS, en fait? Ils ont juste gardé l'arsenal nucléaire avec lequel ils terrorisent le monde et ils pensent, Poutine, il vit au XXe siècle. Il veut revenir à l'ex-URSS ou même pire, à la Russie tsariste, en fait. Elsa Vidal. Et je pense qu'il faut vraiment insister sur ce point à tous ceux qui nous disaient les sanctions ne marche pas, nous faisons plus de mal que nous en faisons à la Russie. Il faut vraiment garder à l'esprit qu'au mois de juin, cette année, c'est la directrice de la Banque centrale, Elvira Nabiullina, qui est une conseillère politique, économique de Vladimir Poutine de longue date, qu'on ne peut pas suspecter d'être une opposante, qui a dit les ressources grâce auxquelles nous avons tenu jusque-là sont épuisées. Nous allons vers la récession. Elle a été suivie en cela par le ministre de l'économie. Donc il faudrait tenir parce que les sanctions marchent si on continue à les adapter au fur et à mesure à l'état de la Russie et de son économie. Et puis petit point historique, en 1959, Nikita Khrouchtchev a fait un très long voyage aux États-Unis. 1959, Nikita Khrouchtchev a fait un très long voyage aux États-Unis. 13 jours, à l'époque, les chefs d'État pouvaient partir aussi longtemps. Il a été reçu par Eisenhower et il est monté lui aussi. On a eu un très beau film à ce sujet, beaucoup de propagande. 2 ans plus tard, il y avait quand même le mur de Berlin qui commençait à être construit, puis la crise de Cuba avec les fusées nucléaires. Donc quand bien même il y a des signes, il y a un précédent. Merci pour la précision historique, Elsa Vidal. Merci de nous corriger. On va retrouver Laurence Saïm du côté d'Anchorage dans cette édition spéciale pour BFM TV. Laurence, quand même, ça reste pour l'instant, alors que les négociations, les discussions vont pouvoir commencer entre les délégations américaines et les délégations russes. Ça reste quand même l'image que l'on retient, cette arrivée de Vladimir Poutine accueilli par Donald Trump et invité dans la voiture présidentielle américaine pour rejoindre le lieu des négociations. Oui, cette fameuse limousine présidentielle qui est surnommée par les Secret Service et les gens qui connaissent bien le monde de la Maison-Blanche de Beast, le monstre. Et c'est tout à fait inattendu de voir un président étranger dans une négociation aussi sensible, dans ce sommet historique. Eh bien, ce geste du président Trump qui convie le président Poutine à monter dans la Beast, le monstre. Et on a eu l'impression d'ailleurs, à travers quelques secondes, en regardant le visage de Vladimir Poutine, qu'il souriait beaucoup. Et ce qu'aime Donald Trump dans son livre The Art of the Deal, l'art de faire des négociations, eh bien Donald Trump n'a cessé de rappeler qu'il aime toujours mettre avant des négociations serrées, très à l'aise, avec des cadeaux, avec beaucoup de chaleur, ses adversaires. Alors donc Donald Trump est en train de nous démontrer en direct comment réchauffer un peu l'atmosphère et comment apaiser, si on peut dire, le président Poutine. Moi j'aime bien aussi vous donner les détails parce que dans ce genre de choses, vous savez, l'accès est très difficile. Les journalistes ont essayé de poser des questions au président Trump qui évidemment n'a pas répondu. Mais il y a 2 détails qui sont assez intéressants. C'est de voir qui était avec le président Donald Trump lorsqu'il a accueilli le président Poutine. C'était 3 hommes juste derrière. Il y avait le secrétaire d'État Marco Rubio, il y avait le ministre du Commerce et il y avait aussi le directeur de la CIA, John Ratcliffe. Laurent Saïm avec Niels Cambly en direct d'Anchorage dans cette édition spéciale sur BFM TV. 21h32 d'après l'organisation, le programme qui nous avait été donné. C'est maintenant, donc, et vous voyez cette image prise il y a quelques minutes, que les discussions vont commencer entre les 2 délégations. Didier François, Donald Trump a répété encore cet après-midi « Je veux un cessez-le-feu ». C'est ce qu'il a en tête. Oui, il a en tête... Attendez. Pardon. Désolé. Quel moyen de pression à la question qu'on va pas poser. Voilà. Quel moyen de pression a Donald Trump sur Vladimir Poutine pour arriver à cesser le feu? En fait, des moyens de pression, il en aurait plusieurs. Le premier étant d'ailleurs de faire véritablement appliquer des sanctions extrêmement dures sur la question du pétrole. Là, là, tout le monde c'est d'ailleurs ce qu'ont demandé les Européens, et c'est la menace que lui-même avait agitée, mais qu'il a agitée sans jamais la mettre en œuvre à ce stade. Donc, il aurait effectivement des moyens de cette nature. Et puis alors militairement, là pour le coup, il pourrait ouvrir les vannes sur pas mal de choses. Enfin, pourquoi ça? C'est la force des États-Unis
se voit aussi à l'aune de la faiblesse des Européens, qui là pour le coup aussi malheureusement sur le plan militaire ont quand même du mal à compenser ou à faire totalement seul. Donc il a des tonnes de capacités. Après, qu'est-ce qu'il va utiliser ? Qu'est-ce qu'il veut ? Je pense que dans un premier temps, c'est ce qu'il a dit, il va vouloir obtenir ce cessez-le-feu, mais la première chose qu'il veut, c'est montrer que c'est lui qui pose le cadre des négociations internationales. C'est vraiment ça, le fait que ça soit en Alaska et à deux. Voilà. Donc, je pense parenthèse, à l'instant, la Maison-Blanche nous informe que le sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine et leurs conseillers a bien commencé. Bien commencé. Voilà, il est 21h34, le programme est respecté. Les Russes ont expliqué cet après-midi que ça pourrait durer 6 ou 7 heures. Donald Trump a dit, si ça ne va pas au bout de 5 minutes, je m'en vais. Donc, dans le programme officiel de la Maison-Blanche, Donald Trump repart à 17h45 heure locale. Il fait 3h45. 3h45 et beaucoup ici. moins que 6 ou... Donc vous n'êtes pas couché, Philippe Gély. Non, mais c'est moins que 6 ou 7 heures de dialogue. C'est moins que 6 ou 7 heures. Et entre-temps, il aura donné une interview, visiblement, aussi, qui sera diffusée plus tard. Olivier Ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, s'il y a le format, qu'on va dire en diplomatie, c'est non plus que des chefs d'État, avec une grande part d'imprévisibilité, c'est vrai, et d'improvisation. Là, il y a un format, donc chef d'État plus 2, et peut-être même plus 5 après. Là, ça peut durer 6 ou 7 heures. Ce qu'il veut, lui, Trump, c'est un début de cessez-le-feu ou un accord de cessez-le-feu partiel, donc une trêve, une pause dans les combats, ce qui serait tout à fait au bénéfice des Russes qui peuvent se réarmer pendant ce temps et au détriment des Ukrainiens. Une trêve ou une pause dans les combats, ça ne veut pas dire une paix. Qu'est-ce qui se passe après dans la négociation ? Est-ce que c'est du politique ? Est-ce que c'est du diplomatique ? Est-ce que ça se passe sur le dos totalement des Ukrainiens qui ne peuvent pas accepter une concession territoriale par rapport à la Constitution, par rapport évidemment à toute la position politique de Zelensky ? Il est légitime dans ce rôle-là. En revanche, le côté au-delà du relationnel, de l'hyper-relationnel de Trump avec Poutine, parce que pour lui c'est important, il y a le côté transactionnel. On va faire des transactions, peut-être sur un deal aussi au-delà des armes. Peut-être aussi sur le passage de la mer du Nord, bien sûr aussi sur la levée des sanctions. Je crois beaucoup effectivement à cette tension, on va dire, entre le gouvernement à un moment et la gouverneure de la Banque centrale que vous évoquiez tout à l'heure, Nabulina. Elle est obligée d'abaisser le taux directeur de la Banque centrale, tenez-vous bien, russe, donc de 20 à 18% en juillet. On est quand même à 18%. Pas d'investissement, pas d'endettement pour les particuliers, pour les appartements, etc. On est bord de la récession. Et ça, c'est remonté auprès de Poutine. Poutine a très peur. Enfin, il a très peur. Il a cette tension, cette contrainte dans la tête. Deuxièmement, contrainte sur les pays intermédiaires. Les pays qui achètent le pétrole à $47 le baril, c'est un vil prix. Les Indiens, par exemple. Les Indiens et les Chinois en particulier. S'il y a des sanctions économiques là-dessus, soit sur la flotte fantôme qui existe déjà, mais on sait qu'il y a 600 bateaux qui naviguent dans le monde entier. Pas sous flotte russe, pas sous pavillon russe, sur des pavillons de complaisance. Sanctions également directement sur l'Inde et la Chine, c'est pas très bon. Xi Jinping n'en veut pas. Modi, l'Indien, n'en veut pas non plus. Et là, c'est une arme entre les mains de Trump. Et il faut surtout pas négocier maintenant ou laisser tomber l'atout des sanctions économiques. Immédiatement du côté d'Anchorage en Alaska, retrouve Axel Monnier pour BFM TV. Axel, le sommet a donc officiellement commencé. Oui, et c'est maintenant derrière les porte de cette base militaire que va se dérouler une rencontre qui n'est pas une rencontre bilatérale, qui n'est plus une rencontre bilatérale, puisque ce sera un 3 contre 3, et ça c'est une information qui nous a été confirmée qu'il y a quelques dizaines de minutes seulement, contrairement à ce qui se laissait dire. Alors on a pu voir effectivement le président Poutine monter à bord de la limousine présidentielle. Ça n'est pas une première, puisque même lors de ces dernières années, Joe Biden par exemple avait reçu à bord de ce véhicule le président mexicain. Donald Trump lui-même avait accueilli Shinzo Abe ou le Premier ministre japonais, ou encore Emmanuel Macron justement lors de son premier mandat. Mais c'est un geste qui reste un geste fort, notamment dans le contexte actuel, et notamment quand on connaît l'antagonisme entre les deux pays normalement. Donald Trump a voulu clairement mettre à l'aise son homologue et lui montrer tous les égards lors de cette réception. Cela montre aussi que, contrairement à ce que Donald Trump veut dire, c'est bien une victoire internationale, diplomatique, en tout cas pour Vladimir Poutine, le paria de la scène internationale, qui se retrouve aujourd'hui reçu avec tous les égards sur le sol états-unien, alors qu'il est toujours sous le coup d'un mandat d'arrêt et qu'il y avait peu de la Cour pénale internationale et qu'il y avait peu de pays qui étaient en mesure d'accueillir ce sommet. On parlait à un moment des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite ou des États-Unis. Là, clairement, Donald Trump a fait un énorme cadeau à Vladimir Poutine, et
on verra ce qu'il en ressortira. On verra surtout évidemment combien de temps durera cet échange au sein de cette base militaire ici à Anchorage. On suit ça évidemment dans cette édition spéciale. On est en direct sur BFM TV avec nos invités, avec cette information, merci Axel Monnier, donnée à l'instant par le confrère de CNN. On a tous vu tout à l'heure Donald Trump et Vladimir Poutine lever la tête quand ils étaient sur le tarmac. Et on entendait ces avions passer au-dessus. CNN nous dit ce soir qu'au moment où les deux présidents étaient sur le tapis rouge, il y a donc des avions de chasse américains qui sont passés et un bombardier, un B-2. Un B-2. Ah ben non, non, pas russe. J'ai eu peur. Un B-2 américain qui est passé. Ça fait partie du décorum, Didier François. C'est aussi pour poser les choses, voilà. Oui, alors c'est le rapport de force là aussi. On va dire ça poliment, c'est un concours de muscles. Oui. C'est parce que franchement, parce que le B2, c'est pareil, c'est le bombardier furtif. Enfin voilà, donc c'est l'étalage. Non, effectivement. Tous les gestes sont importants. Mais bien sûr. Ça, c'est pas anodin. Ça, c'est pas anodin. C'est pas anodin non d'être plus. accueilli par les F-22, qui étaient les avions de chasse que l'on voyait poser sur le tarmac, plus un bombardier au-dessus, et dans le même temps, de l'inviter dans la voiture. Les Russes font pareil de gestes. Quelle est la marque de l'appareil à bord duquel le président Poutine est arrivé à Anchorage? Ilyushin 96. Bon, l'Ilyushin 95, c'est un des appareils gros porteurs dont les Russes se servent pour balancer leurs missiles sur l'Ukraine. Je veux dire, tout ça n'est pas anodin. Mais ce qui est quand même un peu rassurant, réconfortant maintenant, c'est que là où les Russes avaient prétendu donner et l'emploi du temps et l'agenda, etc., il y a eu une première réaction du président américain. Et que maintenant, les délégations, pour le moment, elles seront élargies à 5 après, mais pour le moment, c'est président plus 2 de chaque côté. Mais côté russe, c'est Lavrov et Ushakov. Ça veut dire que le grand aspect économique qui importe beaucoup pour Poutine, parce que là, il vient en demandeur. Levez vos sanctions, j'en ai besoin pour que mon économie non militaire redémarre. Pour l'instant, c'est pas sur la table. Ça viendra après. Et du côté américain, c'est Rubio et Vitchkov. Bon, Vitchkov, peut-être, il sait mélanger tous les genres et parler aussi d'économie. Rubio, c'est pas tout à fait sa tasse de thé. Et il est quand même assez connu pour être méfiant envers des Russes. On essaiera quand même de rentrer je termine sur les coulisses de ce qui se passe à l'intérieur. Je termine alors par un propos tout à fait politiquement incorrect, mais il faut quand même le dire. J'espère que malgré la politique suicidaire de Trump contre l'action des services secrets américains, de la CIA, du FBI et tout, que les services de sécurité de la base aérienne en Alaska s'intéressent beaucoup aux 2 avions russes qui sont arrivés, celui à bord duquel a atterri Lavrov hier et celui à bord duquel Poutine a atterri. Je ne serais pas étonné que ces beaux avions ils soient équipés aussi de choses qui ne devraient pas se trouver à bord. Et tout ça est étudié évidemment par les services. Et pour compléter ce que vous disiez, il y a eu une rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine où Donald Trump avait fait écho, j'allais dire, pour Vladimir Poutine en expliquant que Vladimir Poutine n'était pour rien et les Russes n'étaient pour rien dans les ingérences au moment de la présidentielle de 2016, alors que les services de renseignement américains disaient le contraire. Trump était allé du côté russe et pas du côté américain. 2018 Helsinki d'ailleurs, quand Trump est rentré, il a changé d'avis dans l'avion, mais effectivement avant de prendre l'avion, non seulement il a fait cette déclaration, mais il avait dit oui également pour la création d'une agence cyber hyper sécurisée entre les Russes et les Américains, absolument. Donc ses propres conseillers républicains étaient désarçonnés et bien sûr ça allait contre le FBI et la CIA. J'aimerais revenir 2 secondes sur le... Juste une chose, parce que je vous donne la parole, mais on a notre envoyé spécial du côté de l'Ukraine, du côté de Dnipro, qui nous attend, c'est Nicolas Coadou, et priorité évidemment à vous Nicolas et au terrain. Est-ce que vous arrivez à nous dire ce soir, 21h42 ici en France, comment les Ukrainiens, ceux qui sont autour de vous ce soir, commencent à réagir à cette image forcément impressionnante, forcément marquante de Vladimir Poutine accueilli par Donald Trump ce soir aux États-Unis? C'était cette image, Maxime, vous le savez, qui était redoutée ici en Ukraine. Finalement, une manière, c'est ce que nous disent les Ukrainiens, de normaliser les relations entre les États-Unis et entre Vladimir Poutine. Peu de réactions dans la rue parce qu'on s'approche du couvre-feu. Ici à Dnipro, en revanche, sur les réseaux sociaux, beaucoup de réactions de la part des Ukrainiens et une qui revient particulièrement souvent. Les États-Unis reçoivent un terroriste avec le tapis rouge. Il faut dire que le protocole déployé par les États-Unis pour recevoir Poutine avec cette descente d'avion, cette avancée, cette poignée de main entre les deux présidents,
président. C'était ce que redoutaient les Ukrainiens. Finalement, voilà une manière de remettre Vladimir Poutine au centre du jeu diplomatique. Alors, désormais, maintenant, il y a énormément d'inquiétudes et beaucoup d'attentes de la part des Ukrainiens qui attendent cette possible conférence de presse qui pourrait avoir lieu à l'issue de cette réunion entre les deux présidents. Qu'est-ce qui va être annoncé? En tout cas, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, lui, n'a pas réagi directement encore à cette image. Peut-être que ça arrivera incessamment sous peu. Il a pour autant dit qu'il faisait confiance au président Trump. Une manière bien diplomatique, Maxime, on l'aura bien compris, de ne pas froisser en attendant bien évidemment ce qui pourrait être dit. Il y a également en Ukraine l'attente, l'espoir, s'il y en est un dans cette soirée, que cette rencontre puisse déboucher sur une autre rencontre. C'est d'ailleurs ce que Volodymyr Zelensky a déclaré un petit peu plus tôt. Une rencontre cette fois trilatérale avec Volodymyr Zelensky, Donald Trump et Vladimir Poutine qui serait une première depuis le début de cette guerre. Mais depuis 3 ans maintenant, Vladimir Poutine refuse toujours de rencontrer son homologue ukrainien. Nicolas Coadou avec Théo Touché en direct de Dnipro. Dnipro qui a d'ailleurs été touché encore ces dernières heures sur le territoire ukrainien. Information donnée à l'instant par nos confrères de CNN à nouveau pour décrypter un peu l'image que l'on avait tout à l'heure. On voyait Donald Trump, Vladimir Poutine assis côte à côte avec des journalistes qui leur criaient des questions. 2 questions ont été posées à Vladimir Poutine. Est-ce que vous allez arrêter de tuer des civils ? Vladimir Poutine a mimé un geste laissant penser qu'il n'entendait pas la question. Voilà ce que nous dit CNN. Et une deuxième question lui a été posée et Vladimir Poutine n'y a pas répondu. La question était de savoir s'il accepterait dès ce soir un cessez-le-feu. Pas de réponse de l'État Moscoula de la part du président russe. Notamment sur la question de cessez-le-feu. Et il faut espérer que les leçons apprises du passé, comme on a mentionné une vingtaine de cessez-le-feu qui ont tous été violés, que cette fois-ci, pour éviter un cessez-le-feu caduc, suite au travail remarquable qui a été fait par la diplomatie européenne et le président Zelensky depuis vendredi dernier, pour faire évoluer quand même le cadre qui nous a été annoncé au départ il y a une semaine, comme à Yalta bis, en gros, ils allaient se réunir, dessiner un peu les frontières. Redessiner la carte, redessiner les frontières. Voilà, l'impression du déjà-vu. Par contre, les leçons apprises, donc du coup, dorénavant, Donald Trump avait quand même parlé de ce cessez-le-feu associé avec des garanties, en fait, pour aller à l'encontre de ce que demandent aussi les Européens. Et il n'a pas exclu la présence des Américains aux côtés de la coalition des volontaires dans ces mécanismes de garantie. Et J.D. Vance a même participé à la réunion mercredi de la coalition des volontaires, en fait. Donc c'est ça, je trouve que s'il se tient au moins à ce cadre-là et de connecter le cessez-le-feu avec les garanties qui impliquent une présence, les Américains au moins aérienne, en fait, pour assurer... Pour garantir un cessez-le-feu, pour garantir la sécurité de l'Ukraine. Et les Britanniques aujourd'hui, ils avaient dit qu'ils n'excluaient pas la possibilité d'envoyer des troupes dans le cadre de cette coalition sur le terrain, s'il faut avoir un monitoring, en fait, donc une présence sur le terrain. Ça peut-être apporter un peu de soulagement aux Ukrainiens. Mais attendons de voir avec quoi ils vont ressortir. Jacques Faure, emmenez-nous dans les coulisses. Quand vous avez 2 délégations face à face, 3 contre 3 ou 3 face à 3, comme c'est le cas en ce moment, 21h46, comment ça se passe? Qui mène le bal? Qui décide des questions à aborder? Comment ça se passe dans ces cas-là? Ce sont les dirigeants et les 2 ou 3 personnalités qui les entourent. Mais c'est en général le chef de délégation, donc le président d'un côté et de l'autre, qui va décider que tel sujet doit être abordé. Et en fonction de ça, il va donner pour sa délégation, s'il a lui-même fini son intervention, il va dire « et je passe la parole à mon ministre, alors je ne sais pas, des Affaires étrangères, ou à mon conseiller Ushakov ». Et de même, le président Trump devrait faire la même chose, encore qu'on ne sait pas très bien comment fonctionne le président Trump. Il est le seul à parler souvent, et les autres sont là pour opiner du bonnet. Et quand on dit le contraire, regardez le livre de John Bolton, qui était longtemps son conseiller à la sécurité, et qui maintenant mange du Trump en le critiquant tout le temps à chaque intervention. C'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Mais est-ce qu'il y a une grille, un programme de discussion qui est défini à l'avance au millimètre près, ou est-ce que tout ça peut valser d'un instant à l'autre parce que tel ou tel président aura décidé qu'il faut parler d'autre chose? Dans le cadre d'une diplomatie traditionnelle, mais à l'évidence, ce n'est plus celle que met en œuvre le président américain. Il y avait un ordre du jour qui était discuté, préparé, agréé et qu'on essayait de suivre. Là, maintenant, je pense que c'est M. Trump d'un côté et M. Poutine de l'autre qui décide, voilà tel sujet, la parole est à moi et à vous et pas à d'autres. Et ça doit se dérouler comme ça. Oui, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. C'est-à-dire que oui, dans la préparation de la réunion,
il y a eu des propositions de fait, puisque Witkoff est allé le 6 août discuter de tout ça au Kremlin, et que lui, puis Vance, puis le président Trump ont donné des comptes rendus à leurs partenaires européens et ukrainiens en disant que voilà, ils partaient sur un cessez-le-feu sur les lignes de confrontation, puis derrière la mise en place d'une commission tripartite pour vérifier la mise en œuvre, et puis sous un mois le début de etc. Donc les paramètres tels qu'exprimés dans le plan potentiel pour aller vers le cessez-le-feu, elles sont connues. Ce que l'on ne connaît pas, et c'est ce qui inquiète évidemment et les Ukrainiens et les Européens, c'est que dans le tête-à-tête des personnalités comme Vladimir Poutine et Donald Trump peuvent, là pour le coup, aller ou plus loin ou ailleurs. Je pense que le monsieur l'ambassadeur est bien meilleur que moi là-dessus, mais en fait l'inquiétude, elle est celle-là. C'est-à-dire qu'à un moment, dans ce tête-à-tête, qui ne va pas discuter dans le détail, le détail ensuite, si le cessez-le-feu est tagué, ils vont se dire, OK, paramètres pour le cessez-le-feu. Après, le cessez-le-feu, dans le détail, ça sera négocié plus tard, c'est-à-dire dans 2-3 jours, possiblement à Mais Istanbul, encore une fois, pardon, Didier, on pourrait sortir tout à l'heure avec une conférence de presse où les deux dirigeants disent oui, il y a un accord pour aller vers un cessez-le-feu. Et ensuite, ils vont dire voilà, Kirill Dmitriev et Steve Witkoff avec un représentant européen ou français vont se rencontrer je ne sais où dimanche ou ailleurs à Istanbul pour mettre au point les trucs. Voilà. Mais pardon, Didier, on n'aura pas ce soir une déclaration de Vladimir Poutine et de Donald Trump disant lundi en 8, c'est terminé. Ah, ça, alors d'abord, ce qu'ils vont dire, je n'en sais rien. Si je vous dis ça, Ils ne vont pas tout dire, de toute façon. Mais il y a quand même un marchandage qui aura lieu. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se mette un peu dans la tête de Poutine aussi. Il a déjà eu lieu. Le problème, c'est qu'est-ce qu'ils vont annoncer. Oui, mais Poutine sait que Donald Trump a besoin d'annoncer soit un cessez-le-feu, à la rigueur, l'alternative, ça pourrait être qu'il accepte une rencontre avec Zelensky. Je pense que Poutine préférera un cessez-le-feu. Qu'est-ce qu'il peut obtenir en échange ? Un abandon des sanctions. Il peut demander à Trump, dans ce cas-là, si j'observe une trêve, arrêtez de livrer des armes à mon ennemi, par exemple. Donc ces conditions-là, elles seront déjà évoquées. Ça ne veut pas dire que tous les paramètres détaillés, évidemment, sur le terrain seront négociés ce soir. Mais le marchandage, il a lieu, là, en ce moment. Il a commencé. Oui, il a déjà eu avant, je ne crois pas du tout qu'avec ces deux personnages, ce soit les délégations qui aient négocié de manière anticipée. Ça n'a pas été vissé, contrairement à d'autres négociations entre chefs d'État. On est dans l'hyper-relationnel. Et on pense effectivement que Trump veut d'abord un accord à minima. Alors ça veut dire quoi ? Un cessez-le-feu partiel, total, durable. Les Ukrainiens veulent un cessez-le-feu durable, monitoré, donc contrôlé par les Européens ou d'autres forces otanesques ou américaines ou autres. Évidemment, Poutine n'en veut pas. Après, c'est la phase 2. D'ailleurs, Trump a dit il y a 2-3 jours, il y aura une phase 2, il y aura une négociation. Donc, d'où l'arrivée de tous ces diplomates, conseillers, sécurité, etc., de la défense, des deux côtés, mais surtout du côté économique pour les Américains, pour le transactionnel, sur le militaire ou sur l'économique. En même temps, qu'est-ce qu'il veut, Trump ? Il veut être le peacemaker, le faiseur de paix. Il veut être intronisé donc, pour la prochaine candidature. Donc, ça sera avant février pour le prix Nobel de la paix remis en décembre 2026 à Oslo. Là, c'est le Norvégien qui le remettent. Pour cette année, c'est trop tard. Et c'est ça ce qu'il veut dire. J'ai déjà fait en 6 mois 5 paix. Mais elles sont bancales. Excusez-moi, Arménie, Azerbaïdjan, Pachinian, Aliyev, ça ne tient pas. RDC, Rwanda non plus. Et il y a eu 2-3 jours un papier New York Times qui dit finalement, il voulait la paix, lui, Trump, en 24 heures. En 180 jours, il y a eu un virage à 180 degrés. Et Poutine peut miser là-dessus. Le côté imprévisible de Trump, évidemment, il peut tout laisser tomber, comme ça peut marcher ce soir. Elsa. Mais le sort du marchandage, je voudrais revenir là-dessus. Une seconde. C'est si Poutine se montre trop gourmand. C'est ça. Moi, ce que je crains, c'est la répétition de l'histoire. Et vous savez, effectivement, Donald Trump, il veut être sur la photo, il veut être un faiseur de paix. Un cessez-le-feu, ça peut lui suffire. Le problème, c'est qu'à nous, ça ne va pas suffire. Parce que l'objectif de Vladimir Poutine, c'est que les Occidentaux, et c'est aussi l'objectif de Trump, les Occidentaux fassent le sale boulot, c'est-à-dire
nous, sur place, et puis en payant, et peut-être en reconstruisant, et que les États-Unis se désintéressent de l'Ukraine. Et ça, c'est un scénario que moi, personnellement, ça fait 35 ans que je vais dans ces pays et que je travaille dessus, j'ai vu plus de 5 fois. Et donc, si Donald Trump s'enorgueillit de cesser un cessez-le-feu, on va se retrouver dans la même situation de cessez-le-feu qui seront toujours interprétés dans un sens prompt à créer des problèmes pour pouvoir réactiver le dossier. C'est-à-dire, on va se retrouver tout aussi prisonnier de la diplomatie russe qu'on l'a été jusque-là pendant 30 ans. Elsa, ça fait plus de 1200 jours qu'on se connaît, qu'on s'est rencontrés sur ce plateau au début de la guerre en Ukraine. Ça fait plus de 1200 jours que vous m'expliquez que, de toute façon, Poutine ne cherche qu'une chose, c'est à gagner du temps. Qu'est-ce qui ferait que ce soir, il ne serait pas dans cette disposition d'esprit-là? Alors, rien. Il est en train de gagner du temps. La preuve en est qu'il est quand même à l'origine de cette rencontre. Il l'a pressé, il la veut. Il sait qu'il ne peut pas non plus se mettre complètement à dos Donald Trump. Il doit lui donner quelque chose. Et ce quelque chose, ça peut être un cessez-le-feu. Le cessez-le-feu, c'est finalement la solution préférée des Russes. Parce qu'ils n'ont plus besoin de contrôler la totalité du pays. Il leur suffit de mécanismes de déstabilisation à peu de frais, créer un incident le long de la ligne de contrôle, un incident qui peut devenir très grave si des soldats européens ou un avion américain venait à être abattu. Donc il va s'assurer par là le contrôle sur la zone et c'est ce qu'il recherche, soit par la conquête complète qu'il n'a pas pu obtenir, soit par ce moyen-là. Le cessez-le-feu, c'est la version préférée des Russes diplomatiquement. Anchorage, Alaska, en direct, Antoine Lard avec une poignée d'anti-Trump et de pro-ukrainiens qui manifestent à proximité de cette base militaire où a commencé ce sommet. Oui, alors ici on est dans le centre-ville d'Anchorage, à une dizaine de kilomètres de la base, donc très loin de l'endroit où se trouvent Vladimir Poutine et Donald Trump. Et effectivement, un rassemblement est prévu dans les prochaines minutes. Les gens commencent à arriver ici. Ils se sont donné rendez-vous devant ce bâtiment, un bâtiment fédéral, où ont installé leur bureau les deux sénateurs de l'État. Façon donc pour ces manifestants d'appeler leurs dirigeants politiques à soutenir l'Ukraine. Il y aura un autre rassemblement tout à l'heure dans un parc à proximité de l'endroit où je me trouve. Action symbolique où sera déployé un drapeau géant ukrainien et puis encore une dernière manifestation en fin d'après-midi ici heure locale. Les habitants ici de la ville d'Anchorage donc qui soutiennent l'Ukraine, qui sont aussi contre Donald Trump et qui sont scandalisés par l'accueil qui a été réservé à Vladimir Poutine, le tapis rouge, la poignée de main, Vladimir Poutine tout sourire, tout cela évidemment les scandalise parce qu'ils disent que ça légitime les actions de Vladimir Poutine, que ça offre une tribune à Poutine, un criminel de guerre. Ils ne comprennent pas que Poutine soit accueillis de la sorte dans leur pays. Des manifestations ont déjà eu lieu hier. On y était avec Philippine David et on a rencontré des gens ici effectivement scandalisés par la venue de Vladimir Poutine. Un monsieur notamment nous expliquait que recevoir de la sorte Vladimir Poutine sur le sol américain, c'était contraire aux valeurs de l'Amérique. Ce sommet, il a bien lieu, décidément, il a bien lieu, Antoine Lard. Ça a commencé il y a 25 minutes environ, sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump, accompagnés de leurs conseillers. La discussion est en cours maintenant. Première discussion suivie d'un déjeuner et ensuite, logiquement, conférence de presse. On suit ça, évidemment, dans cette édition spéciale pour BFM TV. Il a autre chose en tête, Philippe Gély, Donald Trump. C'était de dire, ça, c'est une première étape. La deuxième étape, qui pourrait intervenir très rapidement, c'est une rencontre à 3. Oui. Très rapidement, c'est une question de jour, éventuellement. Avec Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Éventuellement, à condition que Trump parvienne à convaincre Poutine. Et Poutine risque de rétorquer que pour lui, une rencontre avec Zelensky ne peut intervenir qu'à la fin du processus. Lorsque les ingrédients de la paix, si vous voulez, sont sur la table. Absolument. Et plus ou moins les deux camps d'accord là-dessus. Donc, moi, je ne m'attends pas à ce que cette réunion à 3 interviennent très rapidement. Je m'attends même pas vraiment à ce que Poutine accepte devant Donald Trump de rencontrer Zelensky sans Trump. Donc, je pense parce que Trump avait dit je serai là ou je ne serai pas là, on verra. Oui, mais moi je vois plutôt des délégations de conseillers, de techniciens essayer de mettre en musique l'accord de principe, l'accord politique qui aura peut-être été marchandé cette nuit. Violeta Moscolo, est-ce qu'il faudrait que cette rencontre ait lieu ?
Oui, c'est sûr qu'on ne peut pas négocier une paix en Ukraine ou les conditions de ce cessez-le-feu sans la présence de l'Ukraine. En fait, ça serait vraiment inacceptable. Je voulais juste attirer l'attention sur le fait qu'il se joue aujourd'hui en Ukraine une guerre, un conflit existentiel pour l'Ukraine, mais civilisationnel pour nous tous, en fait. Parce que quand Poutine il veut revenir à l'époque de la guerre froide et tout ça, et en fait, nous sommes dans un monde en mutation. Il faut se préparer pour une dizaine d'années au moins des bouleversements. Ça ne va pas s'arrêter ni ce soir, ni dans un mois, ni dans 6 mois. Et le monde du 21e siècle, ça ne sera pas la répétition du 20e, comme le 20e n'a pas été la répétition du 19e. Nous sommes en période charnière de transformation, de réforme. On est obligé de réinventer les institutions. Et ce n'est pas les leaders, ni Trump de l'âge, excusez-moi la formule, mais ce n'est pas ni Trump ni Poutine qui vont nous apporter les solutions d'avenir. Ça viendra de la part des leaders politiques de la nouvelle génération, président Zelensky, président Macron et les autres, en fait, qui sont capables de réinventer les institutions qui, de facto, aujourd'hui, sont caduques, en fait. On a aujourd'hui l'ONU qui ne marche pas, l'OTAN qui n'arrive pas à défendre correctement non plus. Et tout ça, ce sont des institutions qui ont été construites pour répondre aux challenges de crise de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous avons des nouveaux challenges, en fait. On est au 21e siècle avec de nouvelles technologies et tout ça. Et donc, on aura d'ici peu de temps des nouvelles institutions. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut saluer d'ici peu de temps des nouvelles institutions. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut saluer le courage aussi du président Macron, c'est de trouver des nouveaux formats et tout. Et ça, se préparer pour la prochaine décennie de mutation et de transformation avant qu'on stabilise quelque chose pour le 21e siècle. Dans l'idée des Américains, il y a quand même le fait que les accords qui seraient discutés de paix soient validés par le Conseil de sécurité de l'ONU et présentés aux Nations Unies. Il est 22h dans quelques secondes. Vous regardez BFM TV, on est en édition spéciale évidemment, avec ces images à vous montrer absolument ce soir. Ce sont les images de la soirée de ce sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Le président russe, vous le voyez, accueilli tout à l'heure par le président américain à Anchorage en Alaska. On est sur le territoire américain, encadré notamment, vous les voyez derrière eux, par ces avions de chasse américains. Et ce geste que l'on retient forcément pour l'instant dans cette soirée, c'est Vladimir Poutine accueilli dans